l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. La richesse culturelle et traditionnelle du peuple kabien, mise en exergue depuis 4 jours déjà. Les luttes et valas se poursuivent dans les différents cantons de la préfecture de la Kosa. Ce mardi, les lutteurs ont disputé la finale à Pia en présence du chef de l'État. Le sujet a concentré les attentions des parlementaires hier à l'Assemblée nationale. Le document de programmation budgétaire et économique pour pluriannuel 2020-2022 a suscité débat à cette troisième session extraordinaire de l'année 2019. Les précisions à suivre dans ce journal. Et puis la Fondation Khalifa appuie le gouvernement dans les secteurs de l'agriculture et des mines. 2 accords de financement signés cet après-midi pour 10 milliards de francs CFA. À quoi servira cette enveloppe? Restez avec nous, vous le saurez dans ce journal. Voilà, pour les principaux titres, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans le 20h. Ils ont démontré leur endurance et prouvé leur force, mais seule la technique peut amener à la victoire. La finale des luttes et valas a été disputée ce mardi pour le compte du canton de Pia, en présence du chef de l'État Foresta Zunanya Singbe. Cette ultime confrontation a opposé Yadé Haut à Yadé Bas. Le récit de Nestor Mouzo. Avec des tambours appelés Akrima, lutteurs et supporters électrisent l'arène en attendant les confrontations. C'est dans cette atmosphère que le président de la République est arrivé sur le terrain cantonal de Kouchkada pour la finale des luttes et valas dans le canton de Yadé. Face à face, les lutteurs de Yadé Haut en blanc contre Yadé Bas en vert. À partir du rituel des Evalas, le jeune Kabien change de classe d'âge. Il quitte l'adolescence pour la catégorie des adultes, là où il peut donner son avis sur des sujets liés à la vie de sa communauté. Initié, le jeune Kabien revient à lui inculquer des valeurs de courage, de bravoure, vertus qui forgent son caractère.
Le point culminant de la finale à Yader, c'est la prestation des champions. Pour l'édition 2019, le champion et le vice-champion sont issus de Yadeba. Les lutteurs en vert sont sacrés doublement puisqu'au niveau des scores aussi, ils ont gagné leurs adversaires de Yadeho par 24 points contre 21. Les champions et leur camp célèbrent leur titre. Voilà, c'était donc la finale des luttes et voilà dans le canton de Yader ce mardi. Et on a lutté également ce mardi dans le canton de Pia pour le compte des quarts de finale sur le terrain de l'EPP Pia Akeyi. Les lutteurs d'Akeyi et Lao affrontaient ceux de Kioudé et Nyama. C'était également en présence du chef de l'État Forest Zinanya Singbe, Arnold Kiliou. Quatrième jour de lutte dans les arènes du canton de Pia. Sur le terrain de l'EPP Pia Akeyi, les lutteurs en blanc d'Akeyi et Lao affrontaient ceux de Kivide et Nyama pour le compte des quarts de finale. Et c'est sous le regard du président de la République, Fort et Zinanya Singbe. La lutte pour le jeune Kabiek, c'est d'abord une épreuve de considération et de respect devant son adversaire. Dans l'arène, il n'a pas droit à l'erreur. Les techniques utilisées doivent s'adapter à chaque situation, que ce soit en attaque ou en défense. La confrontation est équilibrée au début, mais la coalition Akeyi Lao en blanc a pris le dessus sur celle de Kivide Nyama et remporte la partie sur 20 points contre 14 pour Kivide. Akeyi Lao et Kivide Nyama affronteront Camden mercredi pour le compte de la première demi-finale. La deuxième demi-finale va opposer à Kazeka, Awidina et Koda. La lutte Evala est considérée comme un match qui nécessite un arbitrage. Cette mission est confiée généralement au chef canton qui reste dans les arènes et n'a pas droit à l'erreur. Dans le reportage qui suit, Edem Soupa s'est intéressé à cet aspect de la tradition en pays Kabyé. Quelles sont les règles du jeu? Comment l'arbitre arrive-t-il à s'en sortir face aux lutteurs? Suivez ce reportage. Canne à la main, l'arbitre est le patron des arènes. C'est généralement le chef du canton qui officie les luttes. Il définit les règles du jeu et donne le coup d'envoi des empoignades. Habillé en tenue traditionnelle, l'arbitre des luttes doit être impartial. À l'aide de sa canne, il désigne au fur et à mesure le camp du lutteur qui a marqué le point. Et c'est primordial pour les décomptes. Des temps immémoriaux, en pays Kabyé, la lutte traditionnelle des Evala
se fait comme suite. Est arbitre le chef canton de la localité. C'est lui seul qui est habilité à arbitrer la lutte des Evala. S'il est indisposé, le chef canton lui-même délègue un de ses chefs village pour le remplacer dans l'arène. Quand deux Evala s'affrontent, il faut qu'il y ait un qui terrasse son adversaire. Au cas où il lutte et il n'y a pas de vainqueur, on les sépare. Là, il y a match nul. En pays kabye, la lutte se fait comme ceci. Il y a beaucoup de prises. On peut gagner quelqu'un avec une prise en le terrassant et son dos touche le sol. Mais il n'est pas forcé que son dos touche le sol. Une fois que son adversaire le terrasse, il a perdu l'équilibre et il tombe, il est vaincu. Là, son adversaire, lui, il est debout, il lève le doigt, c'est lui qui a gagné. Il faut toujours faire attention. Dans les prises, celui qui fait la première prise et qui terrasse, celui qui terrasse le premier, c'est lui qui a gagné. Parce que une fois qu'ils tombent ensemble et celui qui se lève le premier, il y a deux cas. Celui qui fait la première prise et qui terrasse son camarade et il se lève, il a gagné. Mais si ils tombent ensemble, là, c'est au chef maintenant de voir celui qui a terrassé le premier et donner la victoire. Le chef du canton ou l'arbitre de circonstance élargit son champ de vue, histoire de s'assurer que des lutteurs ne s'empoignent derrière lui. Il n'y a pas de formation requise pour être arbitre. Ce dernier incarne la justice traditionnelle sur le terrain et cette décision ne saurait être contestée. Il est de plus en plus assisté dans son rôle. Normalement, en pays kabye, on ne conteste pas l'arbitre. C'est parce qu'aujourd'hui, la jeunesse ne connaissant pas la lutte conteste l'arbitre. L'arbitre est le seul maître sur le terrain. Et c'est lui qui donne les victoires. L'arbitre recadre les lutteurs qui s'empoignent en dehors du cadre défini. C'est une ligne imaginaire qui requiert de son pouvoir discrétionnaire. Et vous le savez, la ville de Kara mobilise plusieurs jeunes Togolais ces derniers jours pour ces luttes Evala. C'est une belle occasion pour la synergie des jeunes et femmes entrepreneurs du Togo de sensibiliser ces entrepreneurs sur les 25% du marché public qui leur sont accordés grâce à la politique entrepreneuriale du chef de l'État. Ces jeunes ont été également appelés à créer leur propre entreprise pour bénéficier de cette mesure qui est une chance à saisir et d'aimer ce support. Dans les arènes des Evala, la synergie des jeunes et femmes entrepreneurs du Togo, SJFE Togo, est présente pour rappeler à chacun la nécessité de créer soi-même son entreprise. Elle invite les jeunes et les femmes surtout à saisir l'opportunité que leur offre le chef de l'État, Forest Ousmane Singbe, à travers l'accès au marché public. D'abord, nous sommes aux Evala, c'est une manière pour nous, pour la synergie, de dire merci au chef de l'État. Ça va penser à la jeunesse et aux femmes du Togo. Et aux jeunes et aux femmes, nous voulons aussi les amener à créer leur propre business et surtout croire à la politique du chef de l'État. De sa mesure d'accompagner des marchés publics, 25% des marchés publics du Togo. Nous sommes à Kara, pas seulement dans le cadre des Vala, mais nous sommes venus sensibiliser nos frères, partager ce cadeau que notre chef d'État a mis à la disposition de tous les jeunes du Togo. Nous avons fait dans les quartiers le porte-à-porte de bouche à oreille pour pouvoir partager ce dont nous savons. Plus de 1280 entrepreneurs, dont 24% de femmes, se sont déjà enregistrés sur le site de la Direction nationale du contrôle des marchés publics en mars 2018. Pour la synergie, les jeunes entrepreneurs doivent se mettre ensemble pour participer à la transformation de la vie entrepreneuriale et au développement des pôles de croissance au Togo.
Je l'ai annoncé en titre, ils ont écourté leurs vacances parlementaires compte tenu de l'importance du sujet abordé. Les députés de la 6e législature ont animé le tout premier débat d'orientation budgétaire hier. Il porte sur le document de programmation budgétaire économique pluriannuelle 2020-2022. C'est un exercice qui implique en amont la représentation nationale dans le processus d'élaboration du budget de l'État. Les précisions de Augustin Kossi. À cette séance plénière de la 3e session extraordinaire, les élus du peuple se sont prêtés à un exercice tout aussi particulier. Le débat d'orientation budgétaire, une phase décisive dans le processus de modernisation de la gestion des finances publiques au Togo. Au cœur du débat, le document de programmation budgétaire économique pluriannuel DPBF 2020-2022. Le débat est axé sur 3 points. L'évolution économique entre 2016 et 2019, les perspectives économiques nationales de 2020 à 2022, ainsi que le lien entre le DPBF 2020-2022 et le PND 2018-2022. Le texte a été adopté par le Conseil des ministres le 25 juin dernier. Il s'appuie sur les orientations et les priorités du PND. À travers cet exercice, la représentation nationale est impliquée dans le processus d'élaboration du budget d'État. Une première expérience dont la qualité et la pertinence ont été saluées par Tchega Yawadibodi, la présidente du Parlement. Même si des tentatives ont été faites par le passé, c'est la toute première fois que le débat d'orientation budgétaire se tient effectivement au sein de notre institution. Je voudrais donc féliciter le gouvernement qui en est à l'origine. Cette initiative illustre sa volonté de tout mettre en œuvre afin que la gouvernance économique de notre cher pays soit basée sur les meilleures pratiques en la matière. Il est clair que désormais, le débat d'orientation budgétaire fera partie de nos habitudes. En effet, bien que l'exercice du débat d'orientation budgétaire n'ait qu'un caractère consultatif, vous conviendrez avec moi que l'expérience que nous venons d'en faire montre à suffisance que la représentation nationale peut apporter des contributions plus que positives aux choix budgétaires opérés par le gouvernement. À notre sens, ce serait là notre manière de répondre aux appels sans cesse renouvelés du président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, afin que toutes les composantes de la nation togolaise apportent leur pierre à la construction de notre pays. Le DPBF définit en outre la trajectoire des recettes, des dépenses budgétaires, évalue les ressources, les charges et la dette du secteur public. C'est le seul sujet donc inscrit à l'agenda de cette 3e session extraordinaire. À l'ouverture, la présidente du Parlement a exprimé sa satisfaction face aux progrès réalisés par le Togo en matière de décentralisation. Permettez-moi de saluer le saut qualitatif que le Togo vient de réaliser en matière de décentralisation par l'organisation des élections locales qui se sont déroulées dans un climat de paix et de sécurité. Tout ceci a été possible grâce à la volonté politique et à l'engagement sans cesse renouvelé du président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, dont la vision est de consolider les bases d'une démocratie participative dans notre pays, levier d'un développement harmonieux. Je voudrais également féliciter l'ensemble des acteurs du processus électoral pour leur professionnalisme ainsi que le peuple togolais pour sa maturité politique. Aussitôt ouverte, aussitôt close. La 3e session extraordinaire de l'année 2019 a permis de projeter sur une période de 3 ans au Togo les recettes et dépenses budgétaires par grande catégorie, de même que les ressources et les charges de trésorerie. C'est une bouffée d'oxygène pour les acteurs de la chaîne agricole et du secteur des mines au Togo. 15 millions de dollars, soit 10 milliards de francs CFA. C'est le montant de 2 accords de financement signés cet après-midi entre le gouvernement et le Fonds Khalifa pour le développement des entreprises installées aux Émirats Arabes Unis. Un financement à travers le MIFA et le ministère des Mines et des Énergies. Il va beaucoup aider les PME-PMI à booster leurs activités et contribuer au développement économique du Togo. Ramdan Bassina.
Cette signature d'accord de financement entre le gouvernement togolais et le Fonds Khalifa pour le développement des entreprises est appelée à booster le secteur agricole au Togo. Ce financement va soutenir les chaînes de valeur agricoles, les PME et PMI et créer des emplois dans les milieux ruraux. Coût du financement, 15 millions de dollars, soit 10 milliards de francs CFA. Et c'est le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques qui bénéficie de ce soutien. Le chef de l'État a lancé le 25 juin 2018 le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage du risque. Ce mécanisme qui facilite la structuration des petits producteurs et leur accès au financement vient aujourd'hui par cette signature d'accord de financement de bénéficier de 15 millions de dollars de Khalifa Fund. Et comme vous vous rappelez, le chef de l'État était à Abu Dhabi et a obtenu ce financement. Et ce fonds vient abonder et créer une ligne de financement pour le MIFA qui va permettre de financer des très petites entreprises et des entreprises de taille moyenne pour les amener à développer des emplois et améliorer les revenus des populations. L'innovation dans le mécanisme, c'est des financements par grappe d'entreprises et majoritairement axés dans le milieu rural autour des femmes qui doivent être bénéficiaires à plus de 40% de cette ligne de financement. C'est le chef de l'État Faure Issoze-Mna Gnassingbé lui-même qui a décroché ce financement lors de son séjour à Abu Dhabi. Le Fonds Khalifa va favoriser la création d'emplois et promouvoir les innovations agricoles. Je représente le Fonds Khalifa et aujourd'hui nous avons signé un accord de financement avec le ministère de l'Agriculture qui nous permet de mettre à disposition du secteur agricole togolais un montant de 15 millions de dollars. L'objectif est de créer environ 13 000 emplois à travers le financement de 3 700 projets du secteur agricole et les innovations relatives à l'agriculture. Le projet va couvrir tout le pays et mettra un accent particulier sur les milieux ruraux du pays. Ce projet va aussi viser la création d'emplois pour au moins 40% des femmes. Cette initiative est rendue possible avec l'entière collaboration du ministère de l'Agriculture du Togo. On comprend aisément le rôle que joue l'agriculture togolaise dans l'économie nationale. Les femmes ne sont pas en marge du développement et la place qu'elles occupent dans le secteur agricole est importante. Une signature d'accord entre le ministère de l'Énergie et le Fonds Khalifa également a eu lieu. Il s'agit de soutenir le secteur énergétique togolais. Aussitôt lancé, place à sa vulgarisation auprès des populations. Le projet promotion des moyens d'existence respectueux de la biodiversité dans le parc national de Fazao Malfakassa a été expliqué aux populations à Soutoubois. Elles devront jouer leur rôle dans la mise en œuvre de cette initiative qui devra permettre à ce parc d'avoir le statut de réserve de biosphère de l'UNESCO. La Macbodona. Initié et mis en œuvre par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature, le projet Développement durable par des activités respectueuses de la biodiversité, soutenir les communautés rurales à proximité du parc national Fazao Malfakassa est porté à la connaissance des riverains. Avec l'appui de l'UNESCO et du Fonds Inde-ONU de partenariat pour le développement, le projet vise à réduire la pauvreté et à contribuer au développement local des communautés riveraines. De façon opérationnelle, durant les 2 ans, nous allons d'abord faire une analyse des acteurs pour établir la cartographie des acteurs et ensuite nous allons essayer de faire l'étude du marché et donc connaître un peu le potentiel disponible et l'amélioration, faire des formations sur la création des entreprises, soutenir les populations à créer des entreprises, les accompagner à trouver des microfinancements pour vraiment organiser les populations autour du parc pour qu'ils puissent améliorer l'économie locale en utilisant le potentiel disponible autour du parc et dans le parc.
Cette rencontre de sensibilisation et d'information des parties prenantes a pour but de recueillir les préoccupations des riverains avant le lancement des activités du projet. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, le colonel Djimissou Kofi Aoufo, et la représentante de l'UNESCO, Madame Mélodie Boateng, ont relevé que la mise en œuvre des activités du projet va impacter environ 350 familles et sortir au total 1500 personnes de la pauvreté grâce à la création des emplois verts. La suite de cette édition sont 4 dossiers au total à traiter en 3 semaines à la première session 2019 de la Cour d'assises de Lomé. Ouverte depuis hier, des dizaines de citoyens soupçonnés d'actes criminels seront aussi écoutés. Alors, quels sont les différents sujets à traiter par la Cour durant les 16 jours? Les réponses dans ce dossier de Kamen Madiakako. 64 dossiers sont au rôle de la session d'assises de la Cour d'appel de Lomé pour le compte de l'année judiciaire 2018-2019. Plus de 100 accusés connaîtront définitivement leur sort dans le règlement de ces dossiers de procédure. 25 relatifs aux infractions contre les stupéfiants, 18 relatifs à l'atteinte à la vie des personnes, 7 relatifs aux infractions contre les biens, 2 portant sur la traite des personnes, 9 pour proxénétisme et 1 pour détournement de deniers publics. Cette année, les infractions relatives aux stupéfiants sont passées de 18 à 25. Celles relatives à la pédophilie sont passées de 14 à 7. Celles d'atteinte à la vie de 13 à 18. Les dossiers relatifs au viol n'ont ni évolué ni régressé, toujours 7. Ces différentes variations peuvent, à notre sens, avoir un début d'explication lié à la façon dont nous avions réagi à travers nos différentes condamnations. En effet, nous nous étions montrés plus laxistes en ce qui concerne les infractions contre les stupéfiants, contre l'atteinte à la vie et au viol, mais plus dissuasifs en ce qui concerne la pédophilie. Je sais que cette analyse paraît très simpliste pour certains, mais il s'agit d'un constat. Et pour le confirmer ou l'infirmer, il va falloir se montrer aussi dissuasif cette année dans nos condamnations relativement aux infractions contre les stupéfiants, contre l'atteinte à la vie et le viol, sans reculer en ce qui concerne la pédophilie. Outre ces 64 dossiers enrôlés, 60 autres clôturés sont encore en attente. Le nombre de dossiers en attente se justifie par le fait que la justice pénale est trop coûteuse. Pour preuve, cette session a nécessité la mobilisation de 53 275 500 francs CFA, dont 40 425 500 francs CFA débloqués par l'Union européenne à travers le programme d'appui au secteur de la justice. Cette session de la Cour d'appel présente une originalité par sa composition. Elle comprend des jurés populaires. Environ 80 citoyens vont siéger comme jurés. Et puis sport, c'est Massi Football Club de Sokodé a un nouveau président depuis samedi. C'est le commissaire des impôts de l'OTR, Esso Havana Doi, qui a été porté la tête de ce club. C'était à l'issue du congrès extraordinaire du club tenu samedi à Lomé et qui a abouti à un réaménagement du comité exécutif. Les détails avec Tien Piotiba. Après 13 ans à la tête de ce Massi Football Club de Sokodé, le ministre Foli Bazi Katari, l'homme dont l'aura reste pesante dans le Tchao Tchao et plus particulièrement chez les jeunes de la localité, passe la main à travers ce congrès extraordinaire. Nommé le 25 janvier 2019 ministre de la Communication, des Sports, de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme, Foli Bazi Katari ne pouvait plus continuer à diriger ce Massi Football Club de Sokodé. Ceci étant, il se retire, mais en prenant soin, dans l'humilité, d'assurer ses arrières. Ce congrès n'existe que parce que nous avons déposé notre démission. Et c'est ça qui explique le congrès extraordinaire. Secondo, tel que le club avançait, il était nécessaire quand même qu'il y ait une assise pour s'interroger sur la vie future. Dans la vie d'un club, il y a des hauts et des bas, naturellement.
Mais nous pensons quand même qu'au sortir de ce congrès, Semassi va retrouver ses lettres de noblesse. Il y va de l'intérêt du football togolais. Message important reçu par son successeur Adoye Sow Havana, actuel commissaire des impôts à l'Office togolais des recettes. Le 11e président du redoutable club du chef-lieu de la région centrale dirige un bureau de 11 membres pour un mandat de 4 ans renouvelable. Il promet de redorer le blason des guerriers de Tchaoudjo. Semassi Soukodé, c'est un grand club. C'est un club qui a rayonné par le passé. Notre ambition pour cette saison, c'est de faire en sorte que Semassi retrouve sa place, sa première place au niveau du football togolais et pourquoi pas au niveau international. Pour arriver à ce stade, il faut rapidement regarder au niveau du coaching, au niveau aussi du recrutement aussi des joueurs. Nous avons failli la dernière saison à faire un recrutement qui n'a pas marché. Donc cette année, après avoir recruté un coach, il faut quand même que nous ayons aussi un bon adjoint et puis un directeur technique. Vous savez, lorsque tout ce staff ne se retrouve pas, le coaching de l'équipe ne peut pas marcher. Donc, en dehors du recrutement, il faut aussi discipliner les supporters. Faire en sorte que les supporters ne s'occupent pas de ce qui ne les regarde pas. Permettre aux entraîneurs de faire leur choix et de conclure les matchs par rapport à leurs responsabilités. Responsabilités qu'entendent assumer aussi de leur côté les supporters qui espèrent voir leurs attentes comblées par l'équipe Adoye. Nous attendons beaucoup de choses. D'abord, ils nous ont promis la redynamisation des activités du club dans tous les compartiments. Ça nous a beaucoup plu. Nous aussi, nous leur faisons confiance. Nous, à notre niveau, en tant que supporters, nous avons pensé aussi à une redynamisation dans notre organisation. Ils ont parlé de l'édition, par exemple, des badges qui permettront aux supporters d'être ciblés, sinon d'être identifiés par rapport aux sympathisants. Ça, c'est un point fort pour nous, pour le démarrage de nos activités du championnat de la D1. Ce congrès extraordinaire a été également une occasion pour les délégués d'adopter les rapports d'activité financiers, le budget prévisionnel de la saison 2019-2020, de présenter le site web du club et les perspectives. Créé le 24 octobre 1978, Semassi Football Club de Soukodé reste à ce jour le plus titré du championnat national avec 10 titres de champion du Togo au total. 3 fois vainqueur de la Coupe du Togo, Semassi a été demi-finaliste en 1984 de la Coupe des clubs champions africains, aujourd'hui Ligue des champions de la CAF. Et avant de refermer cette édition, je vous donne lecture de ce communiqué. Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs porte à la connaissance des candidats que la date de clôture des dépôts de dossiers au concours de recrutement en licence et master professionnel en développement culturel pour l'année académique 2019-2020 de l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel IRES-RDEC de Lomé est prolongée au 30 août 2019 à 17h. Par conséquent, la réception des dossiers se poursuit au lieu ci-après. La direction des affaires administratives et financières du ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, joignable au téléphone 22 22 37 68, à la direction générale de l'IRES-RDEC 6 dans l'enceinte de l'École nationale d'administration ENA face à la grande poste de Lomé, joignable au 22 22 44 33 ou inscription en ligne au master-de8 iresrdec@gmail.com. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les candidats titulaires du baccalauréat deuxième partie de l'année 2019 ou 2018, âgés de 23 ans ou plus et désireux de poursuivre leurs études supérieures au Maroc, qu'ils peuvent déposer leur dossier de candidature à la direction des bourses et stages DBS. Pour être éligibles, les titulaires du baccalauréat deuxième partie de l'année 2019 ou 2018 doivent avoir obtenu la mention bien et plus. Les domaines d'études concernés par cette offre ainsi que la liste des établissements publics marocains d'enseignement supérieur sont à consulter sur le site web www.amci.ma/repf.pdf. Les dossiers de candidature doivent
doivent comporter les pièces suivantes: non légalisées, une lettre de motivation adressée à Monsieur le ministre de l'Enseignement, une copie de l'acte de naissance, une copie du certificat de nationalité, une copie du relevé de notes du bac 1, une copie du relevé de notes du bac 2, une copie de la carte nationale d'identité s'il y en a. Les dossiers de candidature sont déposés à la direction des bourses et stages du mercredi 17 au vendredi 19 juillet 2019 à 17h. Et notez bien, avoir un passeport en cours de validité serait vivement souhaité. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une très belle soirée.